La vérité sort de la bouche des enfants! Un podcast informatif autant pour les parents que les enfants. Bonne écoute! Bienvenue au podcast La vérité sort de la bouche des enfants. Donc, je me présente, je suis Jennifer Guimond, enseignante de 4e année et je suis accompagnée de 4 merveilleux élèves qui sont autour de moi. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter? Moi, je m'appelle Théo. Moi, je m'appelle Béatrice. Moi, je m'appelle Noah. C'est encore moi, Ephraim. Super! Alors, bienvenue les élèves. Vous allez bien ce matin? Oui. Génial! L'invitée du jour sera Alexandra Barrette-Neveu. Elle est ergothérapeute. Bienvenue, Alexandra. Donc, bienvenue Alexandra. Merci d'avoir accepté gentiment notre invitation à notre podcast du jour. Donc, avant de commencer, les élèves, est-ce qu'il y a un élève qui sait quel serait le métier de ergothérapeute? Je crois que c'est quelqu'un qui fait des podcasts. OK. On va aller voir ici. Ben, moi, je crois que c'est comme des personnes qui font des thérapeutes, comme genre, s'il y a des personnes qui ont des problèmes ensemble, ben, elle peut les aider, puis ils peuvent être rendus, genre, amis ensemble, maintenant. OK. Une fois qu'ils ont travaillé ensemble, ils deviennent amis un petit peu. Oui. Super. Est-ce qu'il y a un ami qui aurait d'autres éléments de réponse? Hein? Que ferait une ergothérapeute? On se pose des bonnes questions, hein? Je vois des petits yeux plissés. Donc, Alexandra, bienvenue. Merci. Est-ce que tu aurais le goût de nous dire que fait une ergothérapeute dans la vie? Oui, bien sûr. Bien, moi, comme ergothérapeute, ce qui m'intéresse, c'est comment la personne peut réaliser ses activités de la vie de tous les jours. Donc, peu importe les personnes, si c'est un enfant, un adulte ou une personne âgée. Mais dans mon rôle ici d'ergothérapeute à l'école, je m'intéresse à comment les élèves peuvent réaliser leur travail d'élève, comment ils peuvent fonctionner à l'école. Mais je m'intéresse aussi beaucoup au développement moteur, comment tu peux faire bouger ton corps. Hein, donc, c'est pour ça que les élèves, on avait déjà croisé Alexandra dans l'école? Oui. Alors, vas-y, Béatrice. Aujourd'hui, dans le podcast du jour, nous allons aborder la question suivante. Pourquoi je ne peux pas jouer à la tablette quand je veux? Oh, alors, les tablettes, les téléphones et les jeux électroniques sont de plus en plus populaires chez les enfants puisqu'ils sont exposés aux technologies beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, certains élèves se questionnent pour quelles raisons ils ne peuvent pas jouer à leur tablette à tout moment de la journée. Hein? Donc, c'est une excellente question. Et les enfants, nous aimerions avoir votre avis sur ce sujet avant d'aller voir ce qu'Alexandra a à nous dire. Alors, Ephraim, pourquoi tu penses, toi, qu'on ne peut pas jouer à la tablette quand tu veux? Parce que il y a des temps qu'on peut jouer à la tablette, il y a des temps qu'on doit travailler, il y a des temps qu'on doit partir à l'école, pas tout le temps fois. Il y a des temps qu'on doit réviser. Il y a aussi des temps qu'on doit... C'est ça, on doit... Parce que ça aussi, ça te manipule dans ta tête, que la tablette est fait que tu penses à des choses... Des choses qui te font rire, des choses, tu es manipulé dedans, tu te concentres même plus à rien et tu penses même plus à les choses que tu as à faire, tu oublies même les choses que tu sais. OK. C'est bien expliqué. Théo? Ben, moi, je crois que... parce que moi, la tablette, je joue pas toujours parce que ça peut faire mal à la tête. Puis aussi, il y a des fois où est-ce qu'il faut plus jouer dehors parce que c'est des belles journées, puis il faut en profiter. Pendant que s'il y a des jours que c'est l'hiver, ben tu vas pas pouvoir en profiter. Puis aussi que... Ben, c'est ça. Donc, toi, Théo, tu
tu dis qu'il y a des moments pour la tablette, d'autres que non. Hein? Puis il y a des moments que, en regardant à l'extérieur, il fait tellement beau que tu te dis, hey, on doit aller en profiter. Super! Béatrice, toi? Moi, je Tu as oublié ton idée, on va y revenir, tu as le temps d'y penser. Noah? On va pas souvent sur les tablettes parce que des fois, ça fait mal aux yeux aux enfants. OK, donc les enfants, quand on est trop exposé devant l'écran, hein, c'est l'écran bleu, ça, si je ne me trompe pas, Alexandra? Oui, d'une part, la lumière bleue, mais il y a aussi là, le fait que le contenu est tellement rapide au niveau visuel, ça fait beaucoup de choses à suivre. OK. Et Béatrice? Moi, je crois qu'on ne peut pas toujours être sur les tablettes parce que sinon, on ne prend pas le temps de voir ce qui se passe autour de nous. Donc, on est tellement centré sur notre jeu qu'on oublie hein, les gens qui sont autour de nous. Puis, dans le fond, ce qu'on pourrait faire d'autre hein, que d'être concentré juste avec notre tablette et nous. Donc, on socialise moins, c'est ce que tu veux dire? Oui. Super. Hey, les amis, vous avez de très beaux éléments de réponse. Je ne sais pas ce qu'Alexandra en pense. Oui, définitivement, il y a plein de choses que vous nommez qui sont vraies. Hein? J'entendais Ephraim parler du fait que il y a d'autres choses qu'on a à faire. On doit réviser, on doit aller à l'école, on doit partir. Donc oui, ce que tu nous dis, Ephraim, c'est que les tablettes, ça fait partie d'une petite partie de notre vie. Ça fait partie de nos loisirs, mais on ne peut pas toujours faire nos loisirs. Et comme Théo nous disait, on en a d'autres loisirs. Hein? Donc, les jeux électroniques, les tablettes, c'est une petite partie de nos loisirs qui sont une petite partie de notre journée. Pour mieux être enseigné sur le sujet, notre invitée du jour, Alexandra Barrette-Neveu, nous informera des bienfaits des outils électroniques ainsi que les défis et problématiques des jeux sur le développement de l'enfant. Donc, les élèves nous ont parlé de certains défis qui fait qu'on ne peut pas être sur la tablette quand on veut. Les outils technologiques en ont quand même des avantages. Hein. D'une part, bien, ça peut être intéressant quand on a certains défis à l'école. Hein. Il y a certains élèves qui vont bénéficier d'utiliser des outils électroniques pour que ce soit plus facile de lire ou d'écrire. Donc ça, on est content que ça puisse exister. Les outils technologiques, c'est aussi intéressant parce que ça nous amène beaucoup d'informations, hein, de l'information qui est facile à aller chercher, qui serait plus difficile si on n'avait pas accès à ça. Puis ça nous permet aussi d'être en immersion dans certains sujets. Par exemple, si on regarde la télévision, ça nous amène en immersion. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça, c'est un avantage si on le fait de façon accompagnée. Quand on est seul pour le faire, si on est seul pour regarder sur Internet ou la télévision, ça a un petit peu moins de bienfaits. C'est le fait d'être accompagné puis de pouvoir en parler qui est un avantage. Moi, je trouve ce que tu racontes est bien vrai parce que je trouve aussi que mes frères, ils passent tellement de temps sur la télé, ils ne se concentrent pas à des choses, ils pensent juste qu'on n'a pas le temps de faire des choses, mais ils savent que quand je les rappelle de faire des travaux, ils m'obéissent pour que les parents ils ne soient pas déçus, ils ne soient pas, ils ne disent pas que pourquoi vous n'avez pas fait vos corvées, votre travail avant d'aller voir la télé pour qu'on évite des problèmes. C'est ça. Donc, oui, Ephraim, ce que tu nous parles, là, c'est plutôt un défi en lien avec l'utilisation des outils technologiques. Hein? En fait, ce qui arrive avec les écrans, là, c'est qu'il se passe tellement de choses sur les écrans en même temps qu'on devient très intéressé et c'est difficile de décrocher. Hein? La vie réelle, ça devient un peu plate comparé à tout ce qui se passe sur notre écran. Donc ça, on pourrait dire que c'est un petit peu un impact négatif de l'utilisation des écrans. C'est tellement intéressant que c'est difficile un peu après ça de revenir à la réalité. Ça, c'est un des défis qu'il y a avec l'utilisation des outils technologiques, mais il y a quand même d'autres bienfaits qui existent, notamment le fait que compte tenu que c'est tellement intéressant, bien, ça peut nous amener à être plus curieux, à vouloir aller chercher de l'information sur différents sujets. Puis, ça peut aussi permettre d'améliorer justement nos connaissances puis améliorer notre goût d'aller chercher différents sujets.
Puis, on disait aussi les jeux, tantôt Ephraim nous parlait des jeux électroniques notamment. Bien, si on choisit des jeux électroniques qui demandent de jouer avec d'autres personnes, de coopérer pour atteindre des objectifs, bien ça a les mêmes avantages un petit peu que si on faisait un jeu de société coopératif en vrai. Mais ça peut avoir justement ces bienfaits-là là, au niveau de la coopération et de la socialisation. Est-ce que d'ailleurs, il y a un élève ici qui fait des jeux électroniques, soit via sa tablette, qui pense que, comme Alexandra le dit, ça pourrait être un jeu pour coopérer, collectif, genre un jeu collectif que tu peux soit jouer à deux, que tu peux soit en discuter. Ephraim, toi, tu as une idée de jeu? On peut jouer à tag, mais parce que nous, Mais dans notre pays, on n'est pas habitué à jouer. On n'est pas toujours habitué à jouer dans les tablettes, les ordi, les PlayStation, trucs, parce que nous, on se concentre sur ce qu'on a à faire, on se concentre sur ce qu'on fait, on fait ça bien, on fait pas ça mal. C'est ça. OK. Donc, toi, tu nous donnes une idée de jeu, exemple, pour mettre les tablettes de côté. Donc, tu nous parles de la tag, exemple, on sort dehors, on va jouer à la tag au lieu de faire de la tablette, c'est ça? OK. Est-ce qu'il y a un ami qui a un jeu de tablette qui joue, que ça peut être un jeu de coopération? Et moi, avec ma cousine, sur sa tablette, elle a plein de jeux de français, de mathématiques, tout ça. Mon jeu préféré, c'est des concours d'addition. C'est que on a chacun une addition selon son niveau, qu'on doit répondre le plus vite possible. Okay, wow! Donc ça, en plus, c'est un jeu éducatif. Donc, tu apprends, dans le fond, c'est aussi un jeu de rapidité. Hein? Avec tes calculs, tu pratiques les additions. Donc, ça t'aide aussi en mathématiques. Super! Enfin aussi, dans notre tablette, on a aussi des problèmes, un jeu de problèmes qu'on doit faire. On fait ça avec nos mains, on écrit les nombres, on résout les problèmes, mais on joue pas généralement à des jeux de combat. Certains temps, on installe les jeux qu'on sait faire, qu'on sait éduquer, comme des jeux de bataille. C'est pas négatif, c'est pas bon, parce que ma soeur, elle a peur de ça, même des jeux d'Halloween. Nous, on fait pas ça, on a un peu de problème. OK. Donc, vous faites une présélection pour que le jeu soit plus éducatif. Super, Ephraim. Génial! Oui, puis avec les outils technologiques, il ne faut pas oublier aussi que un des grands avantages, c'est de pouvoir entretenir des liens avec des personnes qui sont loin de nous ou même former des nouvelles amitiés. Ah, donc, j'imagine que ça vous est déjà arrivé d'appeler soit un parent, un grand-parent, une tante ou un oncle qui habite plus loin, soit via FaceTime, pour discuter avec ces personnes-là. Est-ce que ça vous arrive? Ben moi, ma mamie, elle habite à Prévost. Puis des fois, elle nous demande des nouvelles de nous. Puis là, on parle de notre fin de semaine ou de qu'est-ce qu'on a fait. Ah, puis pour votre mamie, ça doit lui faire du bien justement d'être capable de discuter avec vous, de vous voir, hein, de même voir votre visage, voir vos beaux sourires. Ça doit lui faire chaud au cœur. Ben oui, parce que là, elle est toute seule parce que mon grand-père, il est mort. Fait que là, elle est contente. Puis des fois, on s'en va au congé des fêtes. À Noël pour aller avec elle, puis fêter Noël avec elle. Donc ça lui fait chaud au cœur. Puis aussi, on le fait avec toute la famille. Oh, super, Théo, merci! Moi, ma grand-mère, elle est loin. Et certains temps, on envoie de l'argent pour qu'elle a plus d'argent pour payer des choses, pour avoir des choses. On la manque beaucoup, mais on l'appelle souvent pour prendre ses nouvelles. Super. Donc, on voit que ça a du positif aussi. Est-ce que, Alexandra, il y avait d'autres aspects positifs des jeux vidéo, des tablettes, où là, tu aimerais peut-être plus discuter de ce que parfois les tablettes peuvent amener comme défi chez certains enfants? Oui, dans le fond, c'est ça. On a parlé de qu'est-ce qui est intéressant avec les outils technologiques, mais il y a quand même des côtés qui sont moins intéressants de l'utilisation des outils technologiques.
Tantôt, Noah nous parlait au niveau des yeux, que ça peut amener des problèmes de vision. Noah, est-ce que c'est ça que tu nous disais? Et aussi, ça peut faire quelque chose comme au cerveau. Oui, donc ça peut avoir des effets, oui, sur nos yeux, mais aussi sur tout le fonctionnement de notre cerveau. Hein. Tantôt, on nommait un petit peu que ce qui arrive avec les outils technologiques, c'est que ce qui se passe dans nos écrans, si on joue à des jeux vidéo ou qu'on regarde la télé, c'est tellement intéressant. Il se passe toujours quelque chose, il y a toujours des rebondissements. Donc ça nous tient très, très, très captivés. Puis ça fait que dans notre cerveau, on reçoit là, comme beaucoup de bonheur, toujours. Là. Ça nous donne du bonheur, ça nous donne du bonheur. Donc, ça vient, oui, un petit peu changer après ça la façon dont notre cerveau fonctionne parce qu'il devient habitué à recevoir beaucoup de bonheur de façon continue. Mais dans la vraie vie, ça arrive un petit peu moins fréquemment ou à des périodes, à une fréquence qui est moins grande de recevoir du bonheur comme ça. Donc, ça devient plus plate, la réalité un petit peu. Donc ça, Noah, tu as raison, c'est ce que ça vient changer dans notre cerveau. Oui, puis dans les jeux, souvent, il y a beaucoup de stimuli, hein, ça va vite. Fait que là, des fois, il y a certains élèves qui se retrouvent en situation d'apprentissage quand on doit écouter le professeur ou peu importe. Puis là, ça devient plus difficile. Leur écoute est-ce que je me trompe, Alexandra? Pour l'écoute, c'est un plus grand défi puisque si ces amis-là jouent souvent aux jeux vidéo, bien, ils se trouvent à être souvent stimulés. Les écrans, la couleur, ça bouge, ça va vite, il y a de la musique. Donc, après ça, tu sais, de faire l'écoute un à un ou en grand groupe, c'est un plus grand défi. Oui, c'est exactement ça. Puis bien que je ne doute pas que Mme Jeannefille soit très, très intéressante dans la classe, elle peut quand même pas être aussi intéressante qu'une émission où il y a plusieurs personnages, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de sons agréables. Je pense qu'elle ne peut pas battre ce niveau d'intensité-là de stimuli en même temps. Oui, mais nous, dans la journée, on fait pas toujours de l'électronique ou écouter la télé. En se levant le matin, on peut. Après ça, on prend notre déjeuner. Jusqu'à temps qu'on parte à l'école, on peut écouter les comiques. Après ça, on revient de l'école, on défait nos affaires, on mange notre collation. On s'en va jouer dehors. Puis après ça, on rentre. Puis quand il est 17h20, on peut faire de l'électronique jusqu'au souper. Puis après ça, le soir, on s'occupe. Puis avant de se coucher, on écoute un petit peu les comiques. OK, donc il y a vraiment des temps précis, Théo, pour l'électronique ou la télévision. Oui. Super. Bien, déjà là, c'est bien parce que toi, ça te responsabilise, hein? Puis là, j'ai même entendu que tu revenais de l'école, tu avais des petites choses à faire, défaire ta boîte à goûter, prendre ta collation. Fait que déjà là, toi, tu sais à quoi t'attendre comme routine. Oui. Super. Béatrice? Bien, nous, c'est quand on a de l'avance sur quelque chose, on a le droit d'en faire un petit peu. Puis le soir aussi, on écoute souvent un film en famille. Super. Donc, c'est à des moments précis. OK, génial. Donc, Noah nous parlait des changements que ça fait dans notre cerveau, mais aussi pour nos yeux. Donc, un des désavantages aussi pour les yeux, c'est le fait que si on est pour les petits-enfants là, qui ont, disons, entre 0 et 5 ans, ça fait tellement de stimulation visuelle en même temps que leurs yeux, ils ne sont même pas encore assez forts, assez développés pour soutenir autant de stimulation en même temps. Donc, ça peut être un effort qui est un petit peu difficile pour leurs yeux. On parle aussi là, que certains enfants là, dans les classes qui ont beaucoup de difficultés d'attention, ça pourrait être en lien avec ça parce qu'ils ont tellement été habitués, dans le fond, à avoir beaucoup de l'hyper-réactivité visuelle, d'avoir beaucoup de stimuli visuels en même temps, qu'après ça, quand on arrive en classe, on ne sait plus nécessairement où regarder. On a de la difficulté à focusser notre attention sur une chose à la fois. Une autre chose, c'est que si on regarde la tablette, hein, des fois, quand on joue à la tablette, on l'a très près de notre visage. Donc ça peut aussi entraîner sur nos yeux des changements qui vont être permanents puis qui vont amener des défis, comme la difficulté à accommoder pour voir de proche et de loin, de proche et de loin. Et aussi, quand on regarde un écran, là, nos yeux, ils clignent moins souvent. Mais nos yeux, il faut qu'ils clignent souvent pour être capable de se protéger, pour être capable de s'assurer qu'on n'a pas les yeux sèches. Mais si on regarde souvent un écran, nos yeux peuvent devenir plus sèches parce que nos yeux vont avoir moins souvent cligné. OK. Hey, c'est vraiment intéressant. Oui, Théo? Puis aussi, des fois, nous, nos yeux, ils sont secs. Ben, ma maman, elle prend des gouttes pour les yeux, puis là, ça fait qu'ils sont plus, moins secs.
Super. Puis Alexandra, tu sais, tu parlais justement de la distance là, avec l'iPad. C'est sûr que les enfants, on dirait qu'ils sont portés hein, à la porter près d'eux. Est-ce que toi, il y a comme une distance que tu conseillerais ou... Tu sais, en même temps, je sais qu'ils doivent accéder au clavier, tu sais. Oui, dans le fond, là, c'est ça. Si on veut regarder l'iPad, on va suggérer à peu près, disons, la distance d'un bras, justement. Fait que, tu sais, quand tu as à écrire au clavier, tu vas nécessairement le maintenir à ça, mais c'est plus les situations où si tu joues à un jeu vidéo assis sur le sofa ou que tu veux regarder un film assis sur le sofa puis que là, tu l'approches trop de ton visage, c'est là que ça va être dérangeant. Mais si tu veux écrire sur l'iPad puis que tu le maintiens, là, disons, là, un petit peu plus qu'une règle au moins là, de distance, donc un petit peu plus que 30 cm, on est dans un monde idéal. Là. Okay. Génial. Super. Bien, c'est un bon petit truc, justement, que les parents pourront mettre en application. Puis, tu sais, même nous, à l'école, hein, on est très chanceux parce qu'on a accès au iPad. Donc, déjà là, bien, c'est... Même moi, là, ça me donne un petit truc, un petit conseil que je vais pouvoir offrir à mes élèves en classe. Parce que Madame Janifet, elle... Certains temps, on fait des activités dans les iPads, on a accès à des choses, on installe des choses. Certains temps on n'a pas le temps. Certains temps, quand ils nous disent pas faire, on peut pas. Quand ils nous disent qu'on peut faire, mais parce que nous, on est habitué de les iPads, mais certains temps, quand il dit que tout s'arrête comme ça, on arrête, on comprend ce qu'il dit, c'est ça. Oui, hein, tu as raison. On a des petites consignes. Quand le temps est arrêté, on me regarde. Hein, puis là, des fois, oh là là, c'est difficile hein, de passer à me regarder au lieu de regarder notre écran, mais les élèves sont quand même très bons hein, pour respecter les consignes parce qu'ils aiment ça quand on fait des activités via l'iPad. Donc, ils en profitent, ils respectent les consignes parce qu'ils savent qu'ils veulent avoir ce type d'activité-là. Est-ce que toi, Béatrice, tu voulais rajouter quelque chose? Non? D'accord. Et j'ai encore des éléments négatifs à vous dire sur l'utilisation des outils technologiques, hein, mais il n'en reste pas beaucoup, mais ça fait quand même qu'il y en a plusieurs. Hein. Un autre des désavantages, c'est le fait qu'ils ont remarqué que les enfants qui utilisent beaucoup les outils technologiques, ils ont plus de difficultés sur le langage. Fait que d'une part, oui, pour parler, mais aussi pour communiquer, pour socialiser avec les autres. Alors que pourtant, ce qu'on veut, hein, c'est être capable de bien pouvoir interagir avec les autres puis savoir comment socialiser. Donc, on remarque que moins qu'on écoute d'écran, plus c'est facile pour nous de s'exprimer puis de socialiser. Avez-vous une idée, les amis, pourquoi ça serait plus facile de socialiser si, exemple, l'élève ne prend pas souvent son écran? Est-ce que tu sais pourquoi? Ben, parce que si Mme Jennifer refait encore un podcast, ben, les personnes qui vont avoir pas fait beaucoup d'écran, ils vont pouvoir parler comme il faut. Ah, dans ça. OK. OK, c'est sûr, oui. Mais dans le fond, là, ce qu'Alexandra disait, là, elle disait que les enfants qui ne regardent pas souvent les écrans, ils vont socialiser plus. Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, s'ils ne regardent pas les écrans? Moi, je crois peut-être que quand tu es sur les écrans, tu parles pas beaucoup vraiment. Mais quand tu es hors d'écran, tu prends le temps de communiquer. Si tu es sur les écrans et tu veux parler avec quelqu'un, tu parles plus vite pour pouvoir retourner voir, pour être plus concentré sur ton jeu. Exactement. Béatrice, c'est ça. Dans le fond, si tu n'es pas avec ton écran, bien clairement, c'est parce que tu fais une autre activité. Puis cette activité-là, peut-être tu la vis avec ta famille, ta sœur, ton frère. Donc, ça te permet de déjà communiquer, socialiser, donc de travailler cet aspect-là. Puis c'est aussi que là, vous autres, vous êtes en 4e année, vous parlez déjà, ça se passe bien, mais si on parle pour les enfants qui sont plus petits puis qui apprennent à parler, bien, on veut justement qu'ils passent plus de temps, qu'ils passent tout leur temps avec d'autres adultes, avec d'autres enfants pour pouvoir parler et non pas de juste regarder quelque chose, regarder un écran.
Donc, on veut, quand on est plus petit, avoir plus d'occasions pour socialiser, pour pouvoir développer le langage. Parce que moi, j'aime pas trop l'iPad parce que moi, ça me fait faire des choses qui ne m'aiment pas. Mais aussi, moi, je préfère rester avec ma famille, mes amis, c'est ça. Super. Comme à l'école, ils nous disent, nous les plus grands, on peut montrer l'exemple aux plus petits. C'est ça, le langage, montrer comment tout ça. Exactement. Puis, vu que tu es plus grande, tu as plus de connaissances, hein, donc tu peux les partager avec les plus petits, leur montrer comment bien faire, l'expliquer aussi avec des mots que peut-être eux ne connaissent pas encore. Donc, c'est ça, hein, donner l'exemple. Vous êtes des bons modèles. Alors là, Alexandra, est-ce qu'il restait encore des effets négatifs des écrans? Il en reste quelques-uns, mais je vais aller rapidement. Quand on est en train de regarder un écran, on n'est pas en train de bouger, donc ça fait qu'on est moins actif. Si on regarde beaucoup les écrans, on peut devenir une personne là, qui est plus sédentaire, hein, le contraire d'actif, et ça peut nuire à notre corps, justement. Puis aussi, ça peut être plus difficile de s'endormir le soir ou faire qu'on va dormir moins longtemps, parce que d'une part, là, tantôt on disait la lumière bleue, hein, qu'est-ce qui fait qu'on s'endort le soir? C'est qu'il n'y a plus de lumière, hein, que notre cerveau il peut se calmer, il peut tomber en mode repos, mais les écrans, ça nous fait toujours une lumière, donc notre cerveau peut ne pas comprendre que c'est le temps de s'endormir. Et donc nuire à notre sommeil. Donc, à ce moment-là, ça serait important d'éviter les écrans avant l'heure du coucher. Oui, c'est ça. Combien de temps, Alexandra, on demande d'éviter les écrans avant l'heure du dodo? J'ai pas la recommandation exacte, mais si on se fie, là, dans le fond, à l'effet du soleil, hein, à un moment donné, le soleil, il vient se coucher, puis là, la noirceur apparaît, puis là, c'est ça qui nous amène un petit peu vers le dodo. Donc, on peut se fier peut-être là-dessus un petit peu, mais ce n'est pas là, une recommandation officielle. D'accord. J'aimerais ça vous parler aussi de c'est quoi la différence entre écrire sur notre iPad versus écrire à la main. Est-ce que vous savez s'il y en a un qui est meilleur que l'autre pour vous? Ben, je crois que l'écriture sur une feuille de papier, c'est meilleur parce que ça nous permet de voir nos fautes comme il faut, puis de mieux apprendre à écrire les lettres. Parce que si tu écris toujours sur iPad, les lettres, ils s'écrivent toujours tout seuls à notre place. Pendant que si on fait à l'écriture puis qu'on écrit moins bien les lettres, bien après ça va faire qu'on va écrire mieux les lettres si on continue d'écrire sur une feuille. OK, donc la pratique, hein, ton geste moteur avec ta main, bien tracer les lettres. Tu as tout à fait raison, Théo, bravo. Ben moi, je crois aussi, parce que c'est à la main que c'est mieux parce que sur une feuille, parce que quand tu écris genre sur un ordinateur, tu commences à être habitué ou peser puis tout ça, lorsque quand tu écris avec un crayon, il y a toujours c'est pas toujours à la même place que tu dois les mettre, c'est moins habitué. Alors là, ça pratique plus. Donc, il y a plus une réflexion qui se fait. Est-ce que c'est ce que tu veux dire? Oui, tout à fait. Super. Aussi, nous, parce qu'on est habitué à écrire avec le crayon et la feuille, parce que comme c'est pour bien apprendre des choses, apprendre des activités, écrire des routines qu'on a à faire, comme par exemple des routines du matin qu'on fait en 4e année, qu'on apprend, ou quand même on fait un jeu m'entraîne, je comprends. On imprime ça et puis on écrit quand ça se déroule, comme ça on fait une histoire complète. Super. Alors, Alexandra, et là, on veut savoir, hein? Oui, donc les élèves ont eu des pistes intéressantes. Donc, oui, ça va être plus intéressant d'écrire à la main parce qu'on a relevé là, que quand on écrit avec notre main, ça nous permet de mieux apprendre, de mieux mémoriser des choses. Fait que pour ça, on est content. Ensuite, Béatrice nous parlait là, du fait qu'on a plus à réfléchir quand on écrit. Bien, à un moment donné, quand vous allez être un petit peu plus vieux, là, ça va devenir que vous n'aurez plus besoin de réfléchir nécessairement pour bien tracer les lettres. Ça va devenir facile. Mais quand même, on va vouloir le garder comme ça.
L'autre chose qui arrive, c'est que quand on écrit sur un clavier, là, nos yeux, il faut soit qu'ils regardent les lettres sur le clavier pour savoir où peser, mais après ça, on veut aussi regarder l'écran pour savoir qu'est-ce qu'on vient d'écrire. Donc, ça nous demande de partager notre attention, partager nos yeux entre l'écran, entre le clavier. Fait que ça nous fait perdre un petit peu là, d'énergie, puis ça nous fait perdre un petit peu de focus d'écrire sur un clavier. L'autre chose, c'est que si on perd de l'énergie là-dessus, il nous reste moins d'énergie pour savoir qu'est-ce que je vais écrire, comment est-ce que je vais l'écrire, mais aussi qu'est-ce que je vais choisir comme idée. Donc, on a relevé que si on écrit au clavier, ça peut un petit peu nuire à nos habiletés de rédaction, d'écriture, qu'est-ce que je vais écrire. Donc, on veut continuer à écrire à la main. Puis aussi, Théo, tantôt, il nous parlait du fait que quand c'est au clavier, c'est pas nous qui avons à l'écrire. On n'a pas à travailler ça. Mais ce qu'on... Il a dit dans le iPad, c'est ça. Dans l'iPad, je crois. Oui, en fait, là, écrire sur le iPad, sur l'écran directement ou sur le clavier, là, ça va comme être la même chose là, dans ce qu'on va dire. Mais ce qui fait aussi que pour devenir super bon à écrire avec notre main, il faut se pratiquer beaucoup. Puis là, si des fois, j'écris au clavier parce que c'est un petit peu moins compliqué, d'autres fois, j'écris avec ma main, ça va faire que j'ai moins d'occasion d'écrire avec ma main, puis ça va faire que je vais devenir moins bon rapidement. OK, oui. Genre, moi, je préfère pratiquer une forme d'écriture, puis que ça soit vraiment plus facile qu'en pratiquer deux, puis que parfois ça soit plus difficile dans une que l'autre. OK, donc toi, tu préfères devenir experte là, d'une sorte d'écriture. Truc de pro! Pour les parents, pourriez-vous donner 2 trucs aux parents pour mieux contrôler les jeux électroniques à la maison? Oui, bien, on a parlé que les avantages des outils électroniques, des jeux électroniques, c'est quand c'est fait avec quelqu'un. Donc, mon premier truc, ce serait de placer les jeux électroniques dans un endroit dans la maison où est-ce que tout le monde passe. Donc, on ne veut pas isoler l'enfant qui fait des jeux électroniques, donc soit dans le salon, dans la cuisine. Et l'autre truc, c'est d'éviter d'utiliser les technologies pour permettre un moment de répit comme parent. Donc, on veut que les moments d'écran, ce soit à des moments qui sont spécifiés déjà dans la routine de la maison, comme Théo nous a parlé, comme Béatrice nous a parlé, pour s'assurer que ça se fait en présence de quelqu'un d'autre. Super! Merci beaucoup pour les 2 conseils donnés aux parents. Maintenant, nous avons Théo qui va te poser une question. Truc de pro! Pour les enfants, Pourriez-vous donner 2 conseils à un enfant pour faire des choix plus éclairés sur le choix de ses activités? Oui, bien, mon premier truc, ce serait de dire, si tu joues à un jeu vidéo, à la télé, par exemple, sur une console, essaie de le faire en étant debout. Parce qu'à un moment donné, ton corps, il va devenir fatigué, puis comme ça pourrait être ton signal que c'est le temps d'arrêter. Mon autre truc, ce serait tantôt, on a parlé que les écrans, c'est une forme de loisir. Bien, fais une liste de tous les loisirs que tu aimes, puis essaie de passer autant de temps dans chacun de tes loisirs que dans les écrans. Donc, si tu aimes faire du coloriage, par exemple, bien, à tous les jours, il devrait y avoir du coloriage si à tous les jours, par exemple, il y a des écrans. Wow, c'est vraiment un très bon truc, ça, de faire une liste de ce qu'on aime. Fait que des fois, quand on n'a pas d'idée, là, qu'on se dirigerait tout de suite vers notre iPad, on peut aller relire notre liste, puis on peut être mieux inspiré. Moi, ce matin, avant le déjeuner, j'ai écouté comique, mais après le déjeuner, je me suis dit, après le déjeuner, ça me tente de dessiner avec mon petit frère. Fait que là, on a dessiné ensemble. Wow, puis en plus, vous avez fait l'activité à 2, donc vous avez pu socialiser en même temps. Super, Théo. segment culturel. Donc, nous sommes maintenant rendus à notre segment culturel. Pour notre segment culturel du jour, nous nous dirigeons au Cameroun, où Ephraim est né. Donc, Ephraim, toi, tu es établi au Canada depuis combien de temps? 2023. D'accord. Et toi, Ephraim, tu as commencé ton parcours scolaire au Cameroun, c'est bien ça? Donc, tu as fait quelle année au Cameroun? Est-ce que c'est comme ici, il y a la maternelle, première année, deuxième année? C'est différent. On a du français, de l'anglais, mais il y a des classes qui suivent du français
il y a des classes qui suivent de l'anglais. Par exemple, si vous ne comprenez pas ça, classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6, CE, CP, CE1, CE2, Q-1, Q-2. OK, donc, ça, c'est les... Ouais, hein? Comme en France, c'est les classes qu'on retrouve dans votre pays. Mais l'anglais, il est différent ici. Il y a une salle d'anglais où on apprend parce qu'ils ne peuvent pas avoir beaucoup ici parce qu'il y a certains gens qui ne savent pas parler anglais. OK, tandis que dans votre pays, est-ce que c'est l'enseignant qui va dans votre classe ou c'est l'enseignante qui enseigne l'anglais? Il y a chaque enseignant qui enseigne l'anglais. OK. Il y a chaque enseignant qui enseigne le français. Aussi, on a aussi des classes maternelles qui font anglais aussi au français. On a des maternelles. D'accord. Puis là, Ephraim, si on veut faire un lien avec notre question du départ, hein, nous, on se questionnait un petit peu là, sur les outils technologiques. Ephraim, est-ce que vous aviez accès au iPad dans votre école? Est-ce qu'il y avait des iPads? Non, c'était pas la même chose. D'accord. Tu as tout à fait raison parce que tes parents, Ephraim, ils m'informaient que dans votre pays, c'était plutôt des ordinateurs. Oui, c'était plutôt ça. OK. Puis, on me disait aussi que, en fait, tes parents nous informaient que les ordinateurs ou les outils technologiques étaient plus utilisés en 5e, 6e année, si on veut. Oui, c'était ça. C'était les plus vieux qui pouvaient les utiliser. C'était les plus vieux. Mais aussi, on avait aussi on avait aussi une salle de technologie aussi. OK. Oui, c'est ça. Wow, c'est intéressant. Puis à ce moment-là, il y avait des ordinateurs puis des outils technologiques. Comment on dessine, par exemple. Certains temps, on partait dehors pour faire du sport. OK. Le vendredi. OK. Donc, il y avait différents types de classes d'enseignement. OK. Et puis, les parents d'Ephraim aussi nous disaient que le temps passé devant les écrans devait aussi être structuré par les parents. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi ici dans notre pays. Il y avait des gens qui refusaient d'avoir des choses électroniques parce qu'ils n'étaient pas habitués. Ça. OK. Donc, il y avait des gens aussi dans votre pays qui faisaient ces choix-là. Ouais. Parce qu'ici aussi, Ephraim, je suis certaine que dans certaines familles, là, il y a des familles qui se disent, nous, on n'a pas d'outils technologiques. Donc, il y en a même qui n'ont pas de télévision ou pas d'ordinateur, pas de iPad. Hein? Donc, ça, je pense que c'est des choix qui... Moi aussi, ma question, c'est que est-ce que vous avez vous avez des chansons différentes, mais nous, on a des chansons traditionnelles qu'on chante souvent. Oui, dans votre pays. Hein, ça, on en avait déjà parlé dans la classe. Vous avez vos chansons à vous. C'est sûr que nous aussi, on a des artistes ici qui... Il y a des chansons rock, mais nous, on pratiquait pas trop ça, mais on essayait. On faisait avec des tambours, des guitares aussi, des pianos et des micros. OK. Hey, bien, merci infiniment, Ephraim, pour le segment culturel du jour. Donc, c'est ce qui met fin à notre émission, à notre podcast d'aujourd'hui. Donc, merci encore d'avoir accepté gentiment notre invitation à participer à notre podcast du jour. Alors, on va terminer l'émission avec Béatrice. L'invité de la semaine prochaine sera... Andréane Lambert. La question posée sera « Pourquoi je me sens stressée à la rentrée? » Super. Alors, merci les élèves. Merci encore à tous d'avoir participé. Et on dit au revoir à notre public. Au revoir! N'oublie pas d'aller aimer notre publication de notre podcast.